Il y a un proverbe africain qui dit « Attends de ton fils ce que tu as été pour ton père ». Un autre peut aussi dire que tant que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse donneront toujours le bon rôle aux chasseurs. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance sans cesse renouvelée. Et surtout, merci encore d'être toujours branchés sur TV+, au regard et à l'écoute de votre émission « Les choses du pays ». L'émission de tous les sujets, le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple. L'émission qui justement vous permet de mieux comprendre tout ce qui se passe dans notre pays, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Dans ce numéro de votre émission Les choses du pays, nous allons nous entretenir à bâton rompu avec le président du Morena, M. Luc Bongobonsi, qui se fera le plaisir de répondre à certaines de nos questions, questions qui vont s'articuler autour de l'actualité politique, mais également de tout ce qui concerne les Gabonais. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous joindre au 07 19 70 05 05 40 81 54. Edgar Nzé assure les cadres de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans les choses du pays et plus précisément dans la rubrique en toute sincérité. Comme il est de coutume, nous allons généralement de manière inopinée chez ceux à qui nous voulons tendre notre micro et surtout à qui nous voulons poser des questions pour avoir des éléments de réponse pouvant faire le bonheur de beaucoup d'entre vous. Parce que généralement, nos questions sont simplement le reflet de ce que vous éprouvez dans vos différents quartiers, je voulais dire des préoccupations. Et comme je vous le disais dans l'entame de cette émission, nous allons tendre notre micro à M. Luc Bongobonsi, président du Morena, un parti politique de l'opposition vieux comme le temps. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord, merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Je voudrais une fois de plus vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2014. Merci, monsieur Courage. Je crois que je les reçois avec beaucoup de joie. Je les reçois en espérant également que vous transmettez au président du mouvement de redressement national les souhaits de la plupart des Gabonais qui auront à nous suivre. Ce que nous pensons et ce que nous souhaitons, c'est que notre pays connaisse au cours des prochaines années un réel développement. Et les souhaits que vous m'adressez, je vous les retourne également, aussi bien pour vous que pour les membres de TV+. Je les retourne à nouveau, puisque j'avais déjà adressé mes vœux au peuple gabonais et aux pays amis. Je les retourne également aujourd'hui, puisque vous me donnez l'occasion. Vous êtes le président du mouvement de redressement national. Comment se porte votre parti? Je tiens à vous remercier. Vous savez que le mouvement de redressement national est l'un des partis qui aura subi le plus de coups depuis sa création. Nous ne comptons pas le nombre de dissidences, mais aujourd'hui, le paysage politique et les mouvements politiques nous amènent à ne pas donner une appréciation précise. Notre rôle entre dans les soucis réels du mouvement de redressement national dès sa création. Quand nous avons créé le mouvement de redressement national, le Morena, nous avons inscrit parmi nos objectifs l'éveil de la conscience nationale. Et c'est cet éveil de la conscience nationale que nous sommes en train de faire
chaque fois que nous avons la possibilité de vous rencontrer. Le deuxième aspect que j'ai à souligner en la circonstance, c'est que les partis politiques ici n'ont certainement pas amené les citoyens à être conscients des problèmes nationaux. Vous mettez en place une cellule et cette cellule va s'attendre à ce que vous puissiez envoyer, comme le fait le PDG, régulièrement de l'argent, mais vous leur adressez des documents de réflexion, mais personne ne les lit, personne ne prend conscience des problèmes réels de ce pays, à tel point que, au bout de quelques années, au bout de quelques mois, ceux qui ont accepté d'assumer certaines responsabilités, je peux dire, les abandonnent, parfois changent de parti politique, et cela exige aux responsables politiques un effort particulier de renouvellement parce que nous sommes convaincus qu'il faut une certaine pédagogie pour que les gens comprennent que, en entrant dans la vie politique, nous y entrons pas pour rechercher les intérêts personnels, mais également pour se battre pour l'organisation de la société, pour l'évolution de la société, pour la construction de notre société. Vous continuez à vous battre, même si vous ne participez plus aux élections au Gabon, ce que nous avons remarqué. J'en veux pour preuve, nous assistions récemment tous à l'élection locale. Nous n'avons pas vu de candidat du Morena, mais nous ne pouvons pas rester muets sans vous poser la question. Nous ne pouvons pas partir d'ici sans vous poser la question de savoir quelle appréciation faites-vous de ces élections locales qui se sont tenues, même si le Morena n'a pas participé. Élections qui encore portaient haut le PDG. Je tiens également à vous remercier. Il y a une question à laquelle je n'avais pas répondu au cours de notre dernier entretien. Vous me disiez que je n'avais pas présenté des listes parce que je n'avais personne. Mais je vais vous avouer... C'est ce qui s'est dit, Monsieur le Président. Oui, finalement, je crois que c'est ce qui s'est dit dans la ville et partout. Mais vous savez que lorsqu'il y a une élection qui approche, mais les gens vous approchent, ils viennent de partout. Ils viennent de partout parce qu'ils veulent être investis par le parti. Hein? Donc, même s'ils ne font pas partie de votre parti politique, ils peuvent venir de n'importe où, hein, pour venir solliciter l'investiture de manière à figurer sur les listes. Donc la plupart des listes que vous avez vues, ces gens-là ne peuvent pas présenter les cartes de membres de ces différents partis. Vous ne le verrez jamais. Mais nous avons une position assez ferme. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, hein, nous n'avons pas présenté les candidats d'abord parce que pour nous les conditions de transparence ne sont pas encore réunies. On a évoqué le problème de démocratie hier, mais au Gabon, la démocratie se matérialise par l'alternance au pouvoir. Et depuis que nous sommes au Gabon, il n'y a pas eu d'alternance au pouvoir. Donc nous avons estimé qu'avec les enrôlements multiples, les enrôlements qui se faisaient dans des maisons, le transport des personnes qui deviennent des électeurs dans telle ou telle circonscription, ben, pour nous, les conditions d'une élection réelle, une élection qui donne au peuple l'occasion de choisir librement ses dirigeants. Mais le candidat ne doit pas s'imposer à un peuple. Le candidat sollicite la confiance du peuple. C'est à cette occasion qu'il obtient la légitimité. Or, si vous vous imposez en amenant vos électeurs, mais vous n'êtes pas élu de cette localité. Et nous trouvons que cette situation est anormale. Ce serait trahir la confiance du peuple gabonais que de s'associer à ce genre d'action. Voilà pourquoi nous n'avons pas été à cette élection. Nous avons pris position le 10 octobre 2013. Et nous avons dit au peuple gabonais que nous ne participerons pas à cette élection. En dehors des conditions d'organisation de l'élection, nous avions ajouté que jusque-là, les responsables des différentes entités locales ne disposaient pas des moyens de leur politique. Vous voyez la ville de Libreville, une ville qui regroupe près de 40 ou 50% de la population gabonaise. Mais si elle a 20 milliards,
Les 20 milliards peuvent-ils lui permettre de faire face aux besoins de la population de Libreville? Et il faut que l'État réussisse, à mon humble avis, à déterminer les charges des communes et les charges de l'État. Tout récemment, j'arrive, je crois que je venais de France, où on me dit qu'on a cassé les affiches. Mais dans d'autres pays, le problème d'affiches est du domaine municipal. Ce n'est pas du domaine présidentiel. Donc on ne sait plus qui fait quoi dans nos pays. Quelle est la responsabilité du maire? Quelle est la responsabilité du président de la République? Je vais vous amuser, M. Koga. Vous voulez aller rencontrer le président de la commission des bourses à la présidence de la République. Bon, je vais garer. Il y a un agent on les appelait GP à l'époque. Un GP qui m'interpelle pour me dire on ne gare pas là. Je dis mais je n'ai pas vu le panneau d'interdiction de stationner. Je suis allé garer mon véhicule. Quand j'arrivais, il me dit, vous voulez que c'est le président qui mette les panneaux? Je dis, dans les autres pays, ce n'est pas le président de la République qui met les panneaux de signalisation. Mais quelle est votre formation, vous? C'est du domaine du préfet de police ou du maire. Alors comment vous pouvez rattacher ça au président? Si le président veut que cette zone soit une zone d'interdiction de stationner, mais qu'il demande au préfet de police ou au maire de mettre des panneaux, et non seulement de mettre des panneaux, de prendre des arrêtés. Des arrêtés. Or, nous faisons ici, tout doit tourner autour du président de la République. Mais pourquoi? Pourquoi c'est le président de la République qui casse les panneaux? Oui, si vous avez un président qui concentre tout autour de lui, bon. Mais je crois que ce n'est pas le rôle du président. Il y a ce qu'on appelle le partage de responsabilité dans une nation. Le chef de l'État, il coordonne. Et le chef de l'État a sous sa responsabilité un gouvernement. Et ce gouvernement a des départements ministériels chargés d'exécuter la politique du pays. Or, s'il faut que tout vienne, voilà pourquoi j'avais dit l'autre jour, vous m'excuserez parce que les gens continuent à dire le Gabon est un et indivisible. Ça, nul ne peut le contester. Mais moi, je suis allé pour mettre un frein à ce système qui veut que ce soit le président de la République qui décide là où on peut aller construire une latrine. Je dis non, il faut maintenant faire des États, des micro-États, un État fédéral, de manière que ces États puissent s'occuper des problèmes des citoyens en arrière-pays. Avec 9 provinces, Monsieur le Président? Mais on verrait comment définir ces États. Moi, je suis persuadé qu'avec ce système-là, nous pourrions entrer dans le développement. Et le chef de l'État serait comme celui des États-Unis, comme le chef de l'État d'autres États fédéraux. Vous m'avez dit la dernière fois, le Gabon est petit, mais je vous ai donné le cas de la Suisse. La Suisse fonctionne convenablement. Et encore plus, le fait qu'on fasse des États ne signifie pas que les Gabonais ne soient pas un. Mais il ne faut pas non plus qu'on nous amène à ne plus être... Pour nous, évidemment, on va dire que Bengono, il est toujours tribaliste, Bengono est toujours xénophobe. Non. Mais il faut que quelqu'un soit fier d'être lui-même. Si on est Ndébi, qu'on soit fier d'être Ndébi. Si on est Fang, qu'on soit fier d'être Fang. Parce qu'avant d'être Gabonais, moi je suis d'abord Fang. Mais cela ne veut pas dire que je ne connais pas les autres. Et j'ajoute, M. Koga, que les Gabonais cohabitent, mais ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Vous habitez même à côté de vous. Vous êtes de Yem. Mais vous ne faites rien pour savoir pourquoi habitants on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je ne fais aucun effort pour demander quoi au Yem, on fait ceci, cela. Mais nous cohabitons, mais nous ne nous connaissons pas. Mais pour que le pays puisse se développer, à mon avis, il faut instiguer cette fibre. Ce n'est pas ethnique, mais cette fibre d'une culture particulière. Dans ce pays, chaque groupe ethnique a sa culture particulière qu'il faut revaloriser. Oui, mais Monsieur le Président, si vous le faites, d'aucuns parleront de repli identitaire. Mais je ne sais pas ce qu'ils appellent repli identitaire. Je vous ai dit l'autre jour, ceux qui utilisent cette phrase-là. Ali Bongo a eu, dans le Haut-Togo en 2009, tous les suffrages. Il n'y a pas eu une seule voix
qui ait été donné à un opposant. Mais comment ils expliquent cela? Comment ils expliquent cela? Que toute une province ne vote qu'un individu. Or, me semble-t-il, il y a eu un huissier qui m'a dit, dans un village de Franceville, j'avais eu, enfin un bureau de vote, j'avais eu 309 voix. À la centralisation, on a mis Bengono 0 voix. Donc, les résultats qui étaient venus, pour moi, n'étaient pas des résultats des urnes. Non. On a tout fait pour que le suffrage du candidat du PDG, qui était déjà président d'après lui-même, lui permette de se déclarer élu. Heureusement que ce genre de situation ne se produiront plus pour 2016. Enfin, moi je ne sais pas si vous vous présentez. Qui vous donne la garantie qu'en 2016, tout est organisé de façon qu'en 2016, le même scoop puisse se reproduire. Oui, vous m'étonnez, Monsieur le Président. Avec tout ce que nous enregistrons comme mouvement politique ces derniers temps, il y a Jean Ping qui a claqué la porte du PDG, il y a Jacques Adiaeno il y a quelques jours, certaines indiscrétions disent même que Chambrier, l'ancien président de l'Assemblée nationale, serait aussi en train de préparer sa déclaration officielle de démission. Est-ce que vous pensez que les choses se feront encore comme en 2009 pour 2016? Surtout quand on sait que désormais l'opposition gabonaise commence à être bien renforcée. Merci, M. Koural. Je suis fier puisque je suis dans l'opposition depuis 33 ans. Et c'est ceux qui nous combattaient hier qui viennent nous retrouver aujourd'hui. Je suis fier que ces gens-là confirment devant le peuple gabonais que nous avions raison. Vous mettez en doute leur démission? Non, je ne remets pas en doute leur démission. Je suis heureux qu'à ce moment-ci, ils constatent que le pays a besoin de connaître des moments plus heureux, a besoin d'être organisé mieux que cela a été fait jusque-là, même si certains sont fiers de leur passé. Mais je vous dis en toute honnêteté et en toute sincérité, plus les gens arrivent, quelles que soient leurs intentions, à partir du moment où ils se déclarent opposants, il y a quelqu'un qui aurait dit sur une chaîne internationale que les gens ont le diplôme d'opposant. Je crois qu'on n'obtient pas un diplôme d'opposant, mais c'est l'engagement sûr, c'est l'engagement sans équivoque, hein, qui fait de nous des opposants et des véritables opposants qui mériteraient un diplôme. Parce que depuis 1981, nous avons sacrifié notre vie. Nous avons sacrifié notre vie, nous sommes partis en prison. Nous avons eu des résidences, nous avons eu des affectations disciplinaires. Et aujourd'hui, nous continuons à nous battre pour que le peuple gabonais soit libéré. Pour que le peuple gabonais... Et quand nous avons en face ceux qui étaient hier dans la mangeoire. Bon, je ne veux pas utiliser le terme. Mais ceux qui étaient en face de nous et qui nous présentaient comme des irresponsables, venir nous trouver, mais nous disons devant le peuple gabonais que vous vous rendez compte que malgré les qualificatifs qui sont les nôtres, nous avons toujours raison. Et nous continuons à avoir raison. Hein, que le Gabon a besoin d'une situation mieux que celle qu'on a connue jusqu'ici. Bon, nous les recevons avec joie. Mais l'essentiel pour nous également est de demander à ceux qui arrivent d'être sincères avec le peuple gabonais. Parce que le combat de l'opposition vise à libérer le peuple gabonais, vise à construire le Gabon, notre pays. Le combat que nous menons vise à ce que le peuple gabonais exerce librement sa souveraineté. Toutes les élections qui se sont déroulées au Gabon n'ont pas permis au peuple gabonais d'avoir à la tête de l'État des personnes qu'il a choisies. Mais il faut que nous mettions un terme à cela. Et ce que je regrette, c'est que ceux qui arrivent ne semblent pas vouloir nous dire les méthodes qu'ils utilisaient pour en arriver là. Oui, mais Monsieur le Président, beaucoup d'entre eux parlent de secrets.
des secrets cachés. Est-ce que dans l'opposition, on parle de secrets? Merci, M. Quoi. J'ai entendu cette phrase hier et j'ai beaucoup de mal à revenir là-dessus parce que cette phrase a été prononcée par notre ami Adjaïno. De toute façon, Adjaïno était au pouvoir et Adjaïno gardait une très grande, à notre avis, intégrité, donnait les signes d'un patriote. Ça, je peux l'affirmer ici. Mais quand on me dit qu'il y a des secrets, mais alors, est-ce que vous pouvez accepter de garder les secrets qui fassent du peuple gabonais des esclaves sur leur propre terre? Vous allez parler des secrets? Ce sont des arrangements qui se font sur le dos du peuple gabonais. Et ceci ne peut pas être honorable pour ceux qui l'ont fait. Il y a un secret, on a évoqué le problème de la vice-présidente de la République. Mais ici, nous disons que c'est un secret. Mais les Français eux-mêmes ont écrit. Nous avons des livres là-dessus. Nous avons des livres de Maurice Robert. Nous avons d'autres documents là-dessus. Si au Gabon, c'est considéré comme un secret. Il y a eu, certainement dans ce pays, les déchets nucléaires. On a dû les enterrer dans ce pays. Mais c'est un secret. Mais vous voyez à quel rythme meurent les Gabonais aujourd'hui. Donc c'est fait sur le dos des Gabonais. On pille ce pays aujourd'hui avec l'exploitation des mines, l'exploitation du pétrole, l'exploitation du bois. Je vais vous dire en passant qu'un Gabonais, je vous l'ai déjà dit une fois, s'était rendu en Allemagne, à une foire en Allemagne, et il voulait faire la promotion du bois gabonais. Le fils de Roland Bru, ou le petit-fils de Roland Bru, s'est présenté à lui pour lui dire, mais le bois du Gabon ne vous appartient pas. Mais si vous continuez à faire la publicité, je suis en mesure de vous poursuivre et même de vous faire du mal. Un Gabonais qui veut faire la promotion du bois, et à côté de lui, un Ivoirien, prenez les parts des différents marchés que les gens venaient. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de situation met le peuple gabonais devant ses responsabilités pour que vous puissiez dire, nous ne pouvons pas parler. Mais nous, on n'est pas dans le secret. Nous sommes dans l'opposition. Et l'objectif de l'opposition est de mettre en lumière des situations qui peuvent faire en sorte que le peuple gabonais ne soit pas libre. Monsieur le Président, vous êtes dans l'opposition. Là, nous avons bien compris que vous êtes dans l'opposition, vous êtes opposant. Mais c'est quoi les oppositions? Ah, ça c'est encore une autre question. Je disais à monsieur le secrétaire général de l'ONU, monsieur Ban Ki-moon, quand il était le passage ici à Libreville, je lui ai dit, monsieur le secrétaire général, au Gabon, il y a l'opposition, et au sein de l'opposition, il y a des oppositions. Et effectivement, vous-même, vous voyez, vous avez l'UFC, vous avez la CR, vous avez l'autre aussi, l'UFA, voilà, vous avez l'UFA, vous avez aussi le Morena. Vous avez le Morena qui est le premier parti d'opposition, qu'on le veuille ou pas. Bon, mais alors, les messages ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais si j'ai pris la décision de me retirer, et de l'UFA, et de l'UFC, enfin, je ne sais plus, avant tout ça, mais c'est tout simplement parce que je ne savais pas là où nous allions. On décide un jour de ne pas aller au forum du docteur Akouré. Docteur Akouré. Mais quand je reviens, on me dit, on va maintenant au forum. Je dis, enfin, nous avons pris la décision de ne pas prendre part au forum. Quelque temps auparavant, nous avons dit que ceux qui étaient partis aux élections de 2011, législatives de 2011, ne pourraient plus s'asseoir avec nous. Tant qu'un beau matin, on me dit, on va appeler Magila, on va appeler Makakamoussavou, on va appeler, ainsi de suite, ceux qui étaient partis aux élections. Moi, je leur ai dit, mais je ne sais pas exactement si vous avez un autre centre de décision. Peut-être le milieu ésotérique. Moi, je ne prends pas part
aux réunions des milieux ésotériques, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on défait certaines décisions pour prendre d'autres. Parce que nous sommes quand même suffisamment responsables. En pleine réunion, nous prenons la... Alors, à ce moment-là, nous avons l'impression, par exemple, ceux qui sont partis en 2011 à l'élection législative, qu'ils ne sont pas, pour nous, des véritables opposants. Même s'ils disent qu'on n'a pas de diplôme là-dedans, mais il y a un minimum de sincérité à avoir envers le peuple gabonais. Alors, donc, ce qui constitue et caractérise un vrai opposant, c'est la sincérité. Je crois quand même que c'est le premier point. C'est le premier point. Il doit être sincère. Sincère vis-à-vis de lui-même et sincère vis-à-vis du peuple gabonais. Le deuxième point, il faut que nous définissions réellement les objectifs que nous poursuivons. Moi, je vous ai dit, M. Ekouga, la dernière fois, hein, je vous avais dit ici que je ne comprenais pas la constitution de 1991 qui donnait des attributs démocratiques à ce pays. Mais ces attributs démocratiques ont été retirés. Mais pour nous, les opposants, cela ne pose aucun problème. Or, l'un des premiers combats que nous devrions mener, c'est de ramener la constitution de 1991, hein, qui a été masturbée pour augmenter, excusez-moi du terme, augmenter les responsabilités ou les pouvoirs du président de la République, comme si on revenait au parti unique, comme si on renforçait la dictature. J'ai dit à... Excusez-moi, M. Kouva. J'ai dit à nos confrères de la diaspora en France, je leur ai dit, j'étais surpris par le comportement de nos intellectuels. Certainement qu'ils me comprennent, parce que moi, je ne suis pas un grand intellectuel, mais je dis, la communauté nationale fait des efforts pour les envoyer en France, pour qu'ils aillent en France ou dans les pays occidentaux, pour qu'ils aillent apprendre la science, qu'ils aillent apprendre la culture des autres pays. Mais c'est dans ces pays qu'existe la démocratie. Mais curieusement, quand c'est nos enfants, nos fils, nos frères reviennent de France pour le Gabon, ce sont les premiers à renforcer les dictatures. Vous avez vu au temps de Bongo. Mais tous ceux qui faisaient la GEG, ceux qui étaient dans la chambre, ce sont eux qui sont entrés dans le PDG pour renforcer la dictature de Bongo. Hein? Alors que ce sont eux qui devaient faire l'apogée, qui devaient se battre pour que le peuple gabonais puisse assurer pleinement sa souveraineté. Regardez-les, ils sont là. Ils ont été ministres d'État, ils ont été ministres de ceci, ils ont été ministres de ça, ils ont été hauts dignitaires, alors que le pays sombre dans la pauvreté. C'est maintenant que beaucoup se rendent compte qu'ils aiment le Gabon, qu'ils aiment les populations gabonaises, qu'ils veulent effectivement le bonheur des Gabonais quand on sait qu'ils ont passé des décennies dans le régime. Oui, mais je dis que... Même si on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, c'est ce que j'allais ajouter. J'allais ajouter qu'il n'est jamais trop tard, pourvu que nous soyons tous sincères avec nous-mêmes. Sincères. Mais il faut également qu'on ait... Moi, je me disais, c'est peut-être un peu aussi égoïste, que ceux qui sortaient du PDG, s'ils voulaient être des opposants, ils devaient se mettre derrière ceux qui se battent depuis des années. Or, le principe que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'on nous trouve et on se met devant nous. On nous dit, mais vous n'existez pas. Peut-être parce que vous n'êtes pas représentatif. Quand je suis allé en prison, je n'allais pas en prison parce que j'étais représentatif. J'allais en prison parce que je défendais un idéal. Voilà. Et c'est cet idéal que je continue à défendre. Je vais vous surprendre également, M. Ekouga. Parce que les gens disent des choses d'une manière ou d'une autre. En 2001, je me préparais à me présenter aux élections législatives. Le PDG a envoyé 2 équipes de sondage. Et d'après les résultats de ce sondage, je passe au premier tour avec plus de 70%. Les élections ont lieu.
après lors des proclamations, à Libreville ici, dans l'Union, Bongono est déclaré élu. Et les gens derrière falsifient les procès-verbaux pour dire que Bongono n'est pas élu. Et si je pouvais aller plus loin, pour vous regarder, moi je ne garde pas les secrets. Je ne garde pas les secrets. Aux élections de 2001, il y a un jeune qui me retrouve le jeudi. Il dit, il y a eu une grande réunion dans la maison d'un grand pédagogiste. Ce pédagogiste a dit, dimanche, Bongono sera élu député, sans problème. Mais il faut que nous fassions en sorte que ça ne se produise pas. Je vais vous donner les moyens. Hein? Je vais vous donner les moyens. De façon que Bongono ne figure même pas parmi les deux premiers. Le reste, je ne peux pas. Et le jour de l'élection, lors de la centralisation, alors que le président de la commission m'avait écrit pour que je puisse lui donner le nom de mon représentant est dans la commission. À minuit, ceux qui n'étaient même pas des candidats arrivent, mais comme ils sont des PDG, et somment mon représentant de sortir. Et le lendemain, j'étais 5e. Alors que quand mon représentant sortait, j'étais premier. Et d'après ceux qui étaient là, le président de la commission est sorti et est parti chez un autre grand pélégiste. Il y est resté 2 heures. Et c'est à partir de 5 heures du matin que Bongono a été classé 5e. Vous comprenez? Mais l'Union avait publié que Bongono était élu. Donc, la représentativité... Certainement une erreur de frappe. À quel niveau? À l'Union. Ben, écoutez, c'est une lourde responsabilité si l'Union fait des erreurs de frappe. C'est très, très lourde de responsabilité. Parce que sur le plan international, hein, le nom de Bongono était cité comme étant désormais député. Vous savez ce qui se dit là-bas? C'est dit que si Bongono va à l'Assemblée, il va tourner tous les députés pour qu'ils deviennent des opposants. Dans ce cas, il est nettement mieux que Bongono n'aille pas à l'Assemblée. Que je ne sois pas à l'Assemblée. Monsieur le Président, vous faites généralement le tour du Gabon, parfois en voiture, vous allez dans pas mal de quartiers de Libreville. En tant qu'homme politique qui aime le peuple gabonais, quel qualificatif donnez-vous aux conditions de vie des Gabonais? Merci, monsieur. Je crois que c'est une question qui ne mériterait plus d'être posée. Parce que depuis des années, nous disons que le peuple gabonais vit dans la misère. 30%. Non, moi je dis d'une manière générale, je ne compte pas les grands membres des PDG ou membres. Non, les statistiques ont montré récemment que c'est 30% de la population gabonaise qui vit dans la misère. Peut-être que les 30%, en enlevant, puisque je ne sais plus ce que représente réellement la population autochtone du Gabon. La population autochtone du Gabon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je veux dire que nous avons une immigration qui a dépassé les limites autorisées par l'ONU. L'ONU dit qu'on accepte 25% dans un pays. Or, aujourd'hui, nous sommes peut-être à plus de 60 ou 70% de la population. Le Gabonais est-il devenu un expatrié au Gabon? Me semble-t-il. Me semble-t-il. Donc, si vous me dites que depuis plusieurs années, d'ailleurs depuis que nous avons créé le mouvement de redressement national, nous n'avons pas cessé de crier haut et fort que le peuple gabonais vit dans la pauvreté et ne mérite pas ce sort. Mais je suis étonné que, ayant commis, je ne sais pas, un cabinet britannique ou américain, ce soit à ce moment-là que le pouvoir, Ali Bongo et son épouse, c'est à ce moment-là qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de la pauvreté et la misère au Gabon. Mais c'est une autre manière
de se moquer des Gabonais. Parce que les bidonvilles qui sont ici, tout le monde les voit. Ils survolent Libreville en hélicoptère. Oui, mais là, ils ne les voient pas. Ben, vous savez, je ne sais pas si les gens ont une autre forme de cécité. Parce que vous ne pouvez pas parcourir les rues de Libreville sans constater que les Gabonais, certains Gabonais, vivent même avec des rats. Vivent même avec je peux dire, les chauves-souris. Ils vivent dans des marécages. Que les 80% ou 90% des maisons occupées par la plupart des Gabonais sont des maisons en planches. Parfois des planches pourries. Mais c'est que ce soit en 2014 que le pouvoir s'aperçoit que les Gabonais sont pauvres. Oui, mais autrefois, Monsieur le Président, la pauvreté n'était pas visible à l'œil nu pour eux. Mais pour nous, pourtant, nous on voyait. Nous on voyait, et moi je me demande comment on a pu faire une campagne électorale en ne voyant pas les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent. Parce que nous, quand on a parcouru le Gabon en 2011, on a fait le tour, mais enfin, j'étais dans une voiture, dans un secteur, avec un jeune du Morena unioniste, mais qui s'est écrié en disant, mais c'est pas vrai ça, hein? C'est pas vrai. Il est obligé de filmer les maisons de certains villages, en se disant, non, les êtres humains ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là. Et c'est aujourd'hui que le couple présidentiel s'aperçoit que les Gabonais sont pauvres. Alors justement, une solution a été trouvée. Ali Bongo Ondimba a pris une résolution assez louable pour pas mal de personnes. C'est d'aller désormais en guerre contre la pauvreté et la précarité. Mais je peux dire que quand on va en guerre, on a les fusils et les munitions. Alors, quels sont les fusils et les munitions? Parce que quand on prend une décision d'une telle importance, on doit définir les procédures. Comment on va chercher à résorber? Et pendant combien de temps? Alors, on vous a dit, oui, les Gabonais sont vraiment pauvres, on va chercher des solutions. Mais ce n'est pas en supprimant les fonds communs que vous allez supprimer, avec ça, que vous allez supprimer comment vous appelez ça, la pauvreté. Mais je suis un peu gêné de pouvoir revenir sur ce problème. Mais le fonds commun provient de quoi? Et je pourrais même faire un premier tour. Dans les régies, les régies financières françaises. Je suis de formation inspecteur du Trésor. Mais en France, pendant que nous faisions les stages dans les services du Trésor, mais on versait au personnel les primes découlant des fonds particuliers, les primes découlant de la caisse de dépôt et consignation, les primes découlant des emprunts d'État, des primes découlant des remises douanières. Et pratiquement, chaque semaine, le personnel recevait une enveloppe que lui versait, qu'il provenait d'une des activités qu'assumaient les services du Trésor. Mais au Gabon, que s'est-il passé? Au Gabon, nous percevions dans le temps les remises douanières. Et il y avait deux formes de remises douanières qui découlaient de la responsabilité du trésorier payeur général qui accorde le crédit aux commerçants importateurs. Donc, je crois d'un côté, certains payaient 1 pour 1000 du chiffre d'affaires, enfin, les effets à des douaniers. Et dans d'autres cas, je crois que c'était 0 et quelques. Et une partie de ces remises douanières était repartie entre les agents. On nous payait 25% de notre solde de base. Et à cela, le trésorier ajoutait ce que nous appelions la cote d'amour. La cote d'amour, qu'est-ce que ça signifiait? C'est l'appréciation que le trésorier faisait du travail que vous exécutiez.
Donc, et on donnait ça tous les 3 mois. Alors le fonds commun en tant que fonds commun est né dans quelles conditions? C'est M. Messan, je ne sais pas si c'est lui qui est mort tout récent, Louis Messan, à l'époque directeur général des contributions directes. M. Messan avait mis en place une brigade de contrôle des entreprises, contrôle de la gestion des entreprises. Les inspecteurs infligeaient une amende. Et quand l'entreprise paie l'amende, le personnel avait droit, je crois, à 45%. Donc, les inspecteurs avaient des montants substantiels et le reste était réparti entre le personnel des services de contribution directe. Le défunt trésorier Ogouan Fernand, que Dieu ait son âme, avait vu ce décret et avait refusé de verser à la direction générale des contributions directes les premiers fonds communs, estimant que le personnel du Trésor devait également bénéficier de ce genre d'avantages. Louis Messan se serait rapproché du président Omar Bongo à l'époque, et le président a appelé Ogouan pour lui dire, ben, écoute Fernand, si tu veux bien que ton personnel bénéficie des mêmes dispositions, mais toi aussi tu n'as qu'à prendre un texte. Et Ogouan avait pris un texte sur la majoration de 10% de la pénalité que nous infligeons aux retardataires dans le recouvrement des impôts. Donc ce sont ces 10% qui étaient répartis de la même manière, 45% pour le personnel, 5% pour la caisse de solidarité et 50% pour l'État. 50% pour l'État. Au niveau des contributions directes également, 50% étaient reversés au budget de l'État. Ce sont des recettes non prévues. Alors, peut-être dans l'évolution, le mode d'approvisionnement de ces comptes a changé, mais il faut que les autorités, avant de prendre une telle disposition, s'informent, se rapprochent des services techniques pour savoir comment ce genre de décision a été prise. En plus de cela, quand je suis passé à la télévision le 23 août 2009, mais je disais, j'affirmais assez clairement que Omar disposait de 400 milliards de fonds secrets ou de fonds de souveraineté, mais 400 milliards, moi je me proposais de les utiliser pour organiser l'économie de mon pays. Et j'ai lu dans un journal, j'ai vu seulement le titre, que les fonds de souveraineté aujourd'hui atteignent 800 milliards. Mais on ne va pas s'attaquer à 100 milliards en laissant 800 milliards. Et toutes les autres initiatives qui sont prises, on a failli faire venir l'équipe d'Espagne ici, en leur versant des milliards. On a fait venir les spécialistes des courses nautiques. On ne sait pas ce que ça a coûté. Ça a coûté à ce pays des milliards. Mais c'est cet argent qui devrait être reversé pour combattre la pauvreté et les différents voyages à travers le monde. Mais je vais vous faire une confidence, je prends mes responsabilités. Un diplomate qui était dans un pays occidental s'ouvrait une reine s'ouvrait à lui au temps de Bongo en lui disant, mais écoutez, qu'est-ce que votre président va faire avec tout l'argent qu'il dépose à travers le monde alors que son pays sombre dans la pauvreté? Mais la pauvreté, ce n'est pas seulement les Gabonais qui la constatent, le monde entier la constate. Mais ceux qui sont à la tête de l'État prennent de l'argent et vont le déposer à l'extérieur. Et ce sont les fonds, on s'attaque aux fonds communs pour faire croire aux autres fonctionnaires qu'on veut être juste. Non, c'est pas ça la recherche de la justice. Et ce n'est pas ça lutter contre la pauvreté. Au contraire, on l'aggrave.
puisque ceux-là avaient déjà pris l'habitude de gérer des sommes qui leur permettaient de prendre en charge une bonne partie de leurs parents. Oui, mais monsieur le Président, faute n'est pas d'aller en guerre contre la pauvreté et la précarité quand même. Je pense que la faute n'est pas d'aller en guerre. Mais je vous ai dit quand on va en guerre, on prend les armes et les munitions. Il faut prendre les bonnes armes et les bonnes munitions. Parce que finalement, nous demandons, comme l'a écrit quelqu'un, il faut que ce soit la présidence qui donne un exemple. J'ai lu un journal tout récemment, un journal de la place, qui cite les fonds qui ont été inscrits dans certains budgets et qui devaient être gérés par la présidence, mais dont les réalisations n'apparaissent pas. Tous ces détournements, personne n'en parle, mais ce sont des détournements. Ce sont des détournements. Ces fonds auraient dû contribuer. Et ensuite, quand on dit qu'on veut lutter contre la pauvreté, on n'annonce pas d'abord cela avant d'avoir étudié le problème. On étudie d'abord le problème. C'est le préalable. Et quand on vient à la face du monde, on dit, nous avons constaté que le pays était dans cet état. Nous mobilisons des moyens et voilà le programme tel que nous l'avons prévu. Mais on ne dit pas, on suspend les fonds communs. On va réfléchir sur la possibilité de résorber la pauvreté. Ce n'est pas le fonds commun qui crée la pauvreté. Monsieur le Président, on peut ne pas avoir de munitions, on peut ne pas avoir de bonnes munitions, mais si on a de bons soldats, comme par exemple le nouveau gouvernement qui est dirigé par Daniel Onondo, qui est un éminent économiste, un gouvernement de combat, on peut se dire que nos objectifs peuvent être atteints dans cette lutte contre la pauvreté et qui sortira du Gabonais de la précarité. Je tiens à vous remercier et je tiens également à saisir cette occasion pour adresser mes félicitations au professeur Daniel Onondo pour sa nomination au poste de Premier ministre de la République gabonaise. Je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Vous souhaitiez la même chose à Raymond Donsima? Quand l'occasion m'était donnée, oui. Mais je voudrais tout justement revenir sur un fait. Je crois que le professeur Onondo connaît très bien le Gabon. Il est de notre génération. Il était au lycée Léon-Bas quand j'étais au collège Bétieux. Donc il est de notre génération et il vit au Gabon, il connaît le Gabon. Il occupe un poste qui a été occupé par d'autres. Mais je regrette que ses prédécesseurs, pratiquement tous, ont dit qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de gérer. Est-ce que lui, il disposera des possibilités, des moyens suffisants pour gérer le Gabon? Parce que finalement, ce que nous constatons, c'est qu'au Gabon, le président de la République veut aussi être chef, reste plus ou moins le chef du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, vous dites que tous ceux qui ont précédé Daniel Onondo n'ont pas géré, en fait, avaient les mains liées. Mais on peut également penser que finalement c'est un problème génétique, parce qu'à l'époque de Omar Bongo, partant de Léon Mobiam au dernier Premier ministre, personne finalement n'a géré, ce qui est aussi le cas pour le fils Ali Bongo Ondimba. Écoutez, moi je ne vois pas vous peut venir le problème génétique là-dedans. C'est le fils de son père. C'est vous qui le dites, c'est peut-être pas mon sentiment. C'est peut-être pas mon sentiment, ça je l'affirme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des méthodes. Quand je vous l'ai dit la dernière fois, que je m'étais élevé contre les anciens membres du gouvernement. Eux, ils disent qu'ils ont des secrets, mais ils n'ont qu'à garder leurs secrets. Du vivant d'Oyono, que Dieu ait son âme, membre du gouvernement, il est venu nous dire, moi je viens aussi à la maison, rapidement, pour suivre le communiqué final du Conseil des ministres. J'ai dit, non, c'est pas possible. Il dit non. Le communiqué final, on ne sait pas d'où il vient. Je dis, mais enfin, si tel est le cas, à ce moment-là, vous demandez à Omar qu'on vous lise le communiqué avant d'aller à la maison, parce que c'est quand même gênant. Et quand j'ai retrouvé les autres anciens membres, j'ai dit, non, vous ne pouvez pas dire
que vous êtes des Gabonais et que ce soit un blanc qui rédige le communiqué final du Conseil des ministres, alors qu'il ne prend pas part au Conseil des ministres, il vous fait un dossier de décision dans lequel vous n'avez jamais participé. Ce n'est pas nouveau au Gabonais, Monsieur le Président. Nous avons un directeur de cabinet que vous connaissez bien, nous avons un chef de cabinet que vous connaissez bien. Voilà pourquoi je dis, les Gabonais ne doivent pas l'accepter. Accepter quoi, Monsieur le Président? Accepter que ce genre de situation, un directeur de cabinet ou un président qui viennent d'ailleurs. Non, les Gabonais ne doivent pas l'accepter. Ce pays est ailleurs. Ces gens nous apportent leur force de travail, Monsieur le Président. Ça, c'est Bongo qui le disait. Et quand il le disait, il savait pourquoi il le disait, parce qu'il voulait protéger ce qui arrivait. Il y a un ancien membre de leur groupe qui nous disait un jour que Bongo avait commencé par une immigration sélective et l'autre fait l'immigration massive. Une immigration sélective. Donc, la plupart de ceux qui l'ont accompagné dans la gestion du Gabon, on dirait encore que Bengono est xénophobe, Bengono est tribaliste, mais non, il y a certaines réalités dont nous devons tenir compte. Mais si le Gabon n'a pas évolué, il me semble que au niveau de l'État, il y avait certains acteurs qui ne tenaient pas le Gabon à cœur. Et voilà pourquoi nous trouvons. Vous me parlez des bidonvilles et autres, mais enfin, c'est pas d'aujourd'hui. Mais tout le monde est resté indifférent. Mais on vous a fait des slogans, rénovation, rénover, voilà. Nouvel élan, les actes du Gabon. Mais tout ça, c'est vide, c'était vide. Et les gens ont continué à vivre dans la misère. Aujourd'hui, on parle de l'émergence. Les gens vont sortir de la misère, de la précarité, et tous les Gabonais auront leurs conditions de vie améliorées avec Yali. Il y a toujours eu des phrases, mais les faits ne suivent pas. C'est ça qui est très grave. Et je pense que ceux qui lancent ces slogans savent que nous sommes très naïfs. Ils savent que nous sommes naïfs, émergents, mais nous pouvons atteindre le niveau du Brésil. Aujourd'hui, le Brésil qui fait des avions, le Brésil qui fait les produits pharmaceutiques, une agriculture très développée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le Gabon peut le faire. Monsieur le Président, vous voulez donc nous dire que la lutte contre la pauvreté, sortir le Gabonais de la précarité, là, encore un slogan oui, en plus. Ça reste un slogan. Et il est même d'autant plus slogan que moi, je n'accepterai pas que quelqu'un qui, depuis l'âge de 8 ans ou 10 ans, vit dans le Gabon, puisse dire aujourd'hui que il constate à peine que les Gabonais vivent dans la pauvreté. Mais c'est une façon de les narguer. Les narguer. Les bidonvilles sont là. Vous savez, pour partir de la route, pour atteindre un quartier ici, vous passez sur les planches, et si vous ratez la planche, vous tombez dans une mare d'eau. Les assainissements ne sont pas faits. Les routes ne sont pas construites. Et ainsi de suite. L'agriculture n'est pas encouragée. Et vous dites que vous serez émergent en l'an 2025. Peut-être que moi je ne serai pas là, mais vous aurez fait quel miracle. Vous comprenez finalement pourquoi beaucoup partent du PDG pour venir vous rejoindre. Peut-être qu'avec eux, vous allez de manière objective améliorer les conditions de vie des Gabonais, parce qu'eux, ils ont les secrets cachés. Ils ont les secrets du fonctionnement du pouvoir. Mais je pense qu'en venant nous trouver, ils pourront d'abord nous confier les secrets, pour que nous soyons tous au même niveau. Parce que si nous n'avons pas les secrets, on ne parlera pas le même langage. Est-ce que vous avez reçu quelques-uns au niveau du Morena? Ou alors ils se déversent tous dans l'Union nationale à ce qui se dessine? Est-ce que l'Union nationale est en train de devenir un parti... Des anciens membres du PDG, ce sont eux qui vont nous donner l'occasion de le constater. Puisque si tous ceux qui sortent du PDG aujourd'hui se rabattent dans l'Union nationale, le peuple finira par comprendre que c'est presque un petit PDG biste. Est-ce qu'il y a un message qui se cache derrière? Je ne dirais pas que ce soit un message, mais tel que les choses peuvent se dessiner, puisque le PDG a dissous l'Union nationale, certainement le PDG craignait que ceux qui sortent
du PDG et qui connaissent les secrets du PDG puissent leur rappeler le pouvoir. Vous comprenez? Un PDG qui serait remplacé par un ancien PDG. Parce que finalement, quand j'entends les gens parler, c'est l'ancien PDG qui a fait tout ce qui a construit le Gabon tel qu'il est. Hein? Et que si le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui, ce sont eux qui ont travaillé, qui ont fait ce travail qu'on peut mettre en guillemets monumental. Bon. Mais alors, les autres écrivent en disant, vous n'avez rien fait, mais vous allez voir ce que nous faisons et ce que nous ferons. Voilà un tout petit peu la situation. C'est le combat entre les anciens et les derniers PDGistes. Parce que le PDG va disparaître. Le PDG disparaîtra. C'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui, le PDG disparaîtra. Alors, Monsieur le Président, nous parlons régulièrement de l'Union nationale, l'unité nationale qui était chère à Omar Bongo Ondimba et qui reste encore chère à Ali Bongo Ondimba. L'unité nationale qui justement permet de prouver et de montrer que tous les Gabonais se tiennent main dans la main, même s'ils ne regardent pas dans la même direction. Ali Bongo Ondimba en fait la promotion par sur tous les toits et partout où besoin se fait ressentir. Mais un de ses conseillers ne s'est pas gêné de dire clairement qu'il fallait tuer tous les fangs. En tant qu'homme politique avéré, quel est votre commentaire par rapport à ces propos? Je tiens à vous remercier une nouvelle fois. Je condamne d'abord les propos de M. Ogadaga. Je les condamne vivement. Mais je suis parfois aussi amené à dire que M. Ogadaga n'a-t-il pas dit à haute et intelligible voix ce qui se murmure dans certains milieux? Lesquels, par exemple? Je ne peux pas les citer, dans les milieux dans lesquels lui-même navigue. Parce que dans un état de droit, on ne peut pas prendre la liberté de faire de telles déclarations. Le deuxième point, c'est qu'aucune structure, aucune institution n'a condamné Ogadaga jusque-là. Il n'y a que les membres du milieu FAN qui ont condamné Ogadaga. Mais j'ai dit, je crois que quand j'étais à Olentem, quand j'ai eu les échos de ce problème, qu'il fallait craindre qu'il y ait un génocide au Gabon. Il fallait craindre, parce que ce sont les prémices qui s'annoncent. Et que certaines décisions, aujourd'hui, tendent à choquer les Gabonais de manière à créer immédiatement un état de tension qui permettrait aux gens de supprimer les autres, d'assassiner les autres. Omar Bongo avait dit qu'il tenait à l'unité, mais ce n'est plus le même contexte, il faut qu'on soit réaliste. Le Gabon d'hier n'est plus le Gabon d'aujourd'hui. En quoi? Kromessi est directeur de cabinet, il est béninois. Hein? L'autre, comment s'appelle, qui est Suleiman, hein? Ils ne sont pas nés au Gabon. On m'a même dit qu'il y a un certain Ouamouzou ou quoi, qui est également dans le cabinet. Mais ce n'était pas le cas au temps de Omar Bongo. Donc ce n'est plus ce Gabon-là. Et si Gaïa, conseiller dans ce milieu, sort une telle phrase, c'est qu'il n'a pas ramassé ça dans la rue. Alors, ça veut donc dire que le mutisme manifesté cautionne ou alors nous amène à penser que ces propos sont cautionnés et encouragés par ceux qui prônent l'unité nationale. Ne veut-on pas quelque chose de son contraire à ce niveau, Monsieur le Président? Mais vous savez que nous avons constaté un fait dans la plupart de nos pays. Bon, on nous dit que certains ne savent pas faire la politique. Les personnes comme moi sont brutes, ils sont ceci, ils sont... Mais il y a des gens qui vous affirment le contraire de ce qu'ils font.
mais tout simplement pour vous endormir. Ouais. Ils peuvent rechercher, je veux dire, quelqu'un m'a dit, nous éliminons les gens, mais nous sommes les premiers à venir pleurer le jour de sa mort. Ah oui. Donc, je m'excuse de le dire, aujourd'hui, l'unité ne peut être que si il y a je ne dirais pas les concertations, mais le respect du peuple gabonais, quelle que soit sa composition. Je vous ai dit, j'ai reçu un coup de fil de Paris, on me dit, ouais, monsieur Bengono, on nous dit ici, et ce sont vos compatriotes, les gens qui sont dans l'opposition avec vous, qui viennent nous dire ici que vous êtes un xénophobe. Vous ne travaillez qu'avec les femmes. Vous ne voulez pas travailler avec les autres aidés. J'ai dit, mais quand je suis parti en prison, je suis parti en prison pour les femmes. Hein? Quand j'ai fait la résidence surveillée en posant les problèmes du Gabon, je l'ai fait pour les femmes. Et aujourd'hui, tout le combat que je mène, je le mène pour les femmes. Je suis Gabonais et je défends mon pays. Je défends les intérêts de mon pays. Ceux qui veulent comprendre ce message seront avec moi. Ceux qui ne veulent pas le suivre feront de leur mieux. J'ai dit, mais dans certains coins, j'ai rencontré tel groupe ethnique. Quand je fais des causeries à Libreville, je ne vais pas dans un coin dire ceux qui viennent m'écouter, bon, ce sont seulement les femmes. Je dis non. Non. Mais ceux qui le font, ce sont ceux qui ont peur du message que nous donnons au peuple gabonais. Le message de vérité que nous donnons au peuple gabonais. Nous voulons que le peuple gabonais soit un peuple libre. Ce sera votre conclusion, Monsieur le Président? C'est ce que je voudrais dire, que notre combat vise à obtenir. J'ai dit à Ban Ki-moon que le Gabon n'était pas indépendant. Et aujourd'hui, on utilise d'autres formes pour asservir les Gabonais. On ouvre les frontières pour que le Gabon n'appartienne plus aux Gabonais. Et je le répète, et je le redis aujourd'hui, je continue à dire à la France, lui poser la question, qu'est-ce que les Gabonais lui ont fait? Est-ce que c'est le coup d'État de 64 qui fait en sorte que la France s'oppose à ce qu'il y ait démocratie au Gabon? La France s'oppose à ce que des personnes libres ne puissent pas diriger le Gabon. Je tiens d'un expatrié qui me disait qu'en 1998, Dieudonné Lamartin était le meilleur candidat. Était le meilleur candidat. Mais pourtant, on a maintenu Omar Bongo. Et même dans son état de santé. Mais pourquoi? Pourquoi fait-on en sorte qu'il n'y ait pas de démocratie au Gabon? Nous voulons gérer notre pays. Dieu nous a fait naître ici pour que nous puissions bâtir cette nation, pour que le peuple soit heureux. Le peuple gabonais peut être heureux sur sa terre. Le peuple gabonais peut s'organiser dans son propre pays. Mais pourquoi fait-on? Est-ce que c'est parce qu'il y a des richesses qu'on fait en sorte que nous soyons dans la pauvreté et la misère pendant des années, pendant des milliards d'années, que les gens meurent dans des conditions les plus difficiles? Le week-end dernier, vendredi dernier, oui, le week-end dernier, on a traité 26 corps à la morgue d'Oyem. 26. Déjà. Sans compter les corps qui venaient d'ici. C'est aussi une forme de génocide qui ne dit pas son nom. Mes chers compatriotes, il faut que vous le compreniez. Bon, nous parlons, nous essayons de parler, nous visons à vous sensibiliser. On nous dit qu'on veut se murer. Non. Si nous nous retrouvons avec les autres, il faudrait que nous regardions dans la même direction. Il ne faudrait pas qu'on sente que certains ont des visées particulières. Certains veulent défendre leur passé. Certains veulent accumuler un peu mieux que hier. Notre combat pour nous, même si certains disent que le peuple n'existe pas, mais notre combat vise à libérer le peuple gabonais et à chercher à bâtir son bonheur.
Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Les choses du pays. Nous étions en entretien avec le président Luc Bengorossi, président du mouvement de redressement national, le Morena, un parti vieux comme le temps qui continue justement à mener sa lutte en ce qui concerne bien évidemment l'alternance et un peu plus loin l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Merci.